Et donc, est-ce qu'on est bien sur la diapo? Ah, attendez, vous savez, hein, tous ceux qui me connaissent savent que la technique, c'est pas trop mon truc. On vient. Si la Sina peut m'aider, qui n'hésite pas. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la diapo? C'est bon, Marie. Oui. Super. Génial. Merci beaucoup. Alors, merci d'abord à tous d'être ici et d'avoir répondu présent virtuellement à ce moment d'échange entre tous. L'idée, vous le savez, c'est d'écouter nos collègues et partenaires du réseau Partage Rise pour qu'on puisse échanger pardon, sur des visites d'échange qu'ils ont réalisées. Mais je n'en dis pas plus, ils vont rapidement vous dire tout ça. Peut-être que pour commencer, pour favoriser un petit peu l'interconnaissance, je vous propose de faire un tour très, très, très rapide de table pour que chacun puisse se présenter. Donc, je vais commencer puisque j'ai déjà la parole. Donc, moi, je suis Marie Benketa, je suis responsable du suivi, évaluation et des apprentissages à partage. Donc, j'ai la charge de piloter les visites d'échange et l'animation du réseau. Voilà, donc je laisse la parole à qui veut la prendre. La personne qui est à ton côté, à tes côtés. Allez, vas-y. D'accord, merci. Moi, c'est Lassina Zampou. Je suis le directeur des opérations de l'association Kyogo au Burkina Faso. Je suis présentement en visite à Partage. Merci. Alors, je suis Tobias Gbagidi, je suis de l'ONG Racine au Bénin. Et ben voilà, donc je suis bien content d'être au milieu de cette grande famille. Merci beaucoup. Moi, c'est Youssouf Dleinan, responsable du programme éducation de l'ONG Maïcha. On est au Comores, mais actuellement, je suis dans l'île de Mouéli, l'une des plus petites des îles et la plus belle, la plus accueillante. On a dit rapidement, Denan. Merci, Denan. J'ai du mal à entendre celui qui est en train de se présenter. Oui, désolé, on n'entend pas bien. Est-ce que vous pouvez répéter? C'était Paul, je pense. Oui. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Paul, comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, très bien. Vous m'excusez, hein, parce que je parlais avec le comptable qui me disait un truc là. Bon, voilà, toutes mes excuses. Hein. Il n'y a pas de problème. Paul Loco, le directeur du CAEB au Bénin. Oui, ouais. Paul Loco, directeur du CAEB, voilà. Merci beaucoup. Oui. Nawel, tu veux continuer? Eh bien, très bien, j'enchaîne. Moi, c'est Nawel Duménil, responsable régional à Partage. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Qui veut prendre la suite? Oui, bon, bonjour. Bonjour Luc. Allez-y, Luc. Oui, je me présente, je suis Luc Falana, chargé de mobilisation de ressources au niveau du CAEB. D'accord, merci beaucoup. Allô? Oui. Moi, c'est Vital Amoussou. Je suis assistant au programme éducation fondamentale et alternative éducative à l'ONG Racine, à Sabalou. Ok. Bénin. Merci. Qui d'autre? Moi, c'est Konaté Geneva, directrice de l'association dispensaire Trottoir de Bobo au Burkina Faso. Merci, bonjour Geneva. Excuse-moi. Allez-y. Bonjour à tous, je suis Alina, responsable de parrainage de Renaître Romania. Bonjour, je suis Emilia, membre de l'Assemblée générale de Renaître Romania, bénévole. Bonjour, je suis Roula Tanous du Mouvement social. Je suis coordinatrice d'un projet Solidarité Liban avec Partage.
Merci, Roula. Et du coup, bonjour à tous, Cécile, directrice des partenariats à Partage. Salut Cécile. Bonjour tout le monde, moi c'est Hélène, chargée de parrainage à Partage. Bonjour à tous, moi c'est Clémence, je suis responsable de la solidarité internationale à Bel Avenir à Tuléar, en Madagascar. Bonjour, moi c'est Alexandra, je suis chargée de parrainage à Partage comme Hélène. Bonjour, je suis Karine, je suis responsable d'animation éducation à la citoyenneté, éducation à la citoyenneté et solidarité internationale à Partage. Et on continue avec Partage, l'équipe de Compiègne. Je suis Stéphanie Henrion et je suis responsable du mécénat à Partage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres collègues de Partage qui ne se sont pas exprimés? Bonjour, Roger Amanché, Ah, coordonnateur Afrique de l'Ouest Partage, basé au Bénin. salut Roger. Roger. Alors, on a de notre côté un petit invité. Bonjour à tous, Colin Boyavel de Partage également. Il n'a plus de PC, donc il est venu se réfugier chez nous. C'est bien ce que Colin a fait en tout cas. Moi, c'est Liva Berson, responsable du bureau Partage Océan Indien. Là, je suis avec VAD. On en profite comme on a la parole et on se présente. Je suis Antilabé, ici avec VAD. Je laisse les dames la parole. Je suis Suzy, responsable suivi et évaluation du projet de FADG. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Fand, je suis la directrice adjointe de FADG. Je suis charge du volet social et on intervient sur Madagascar. Merci. Bakoul? Bonjour à tous, moi c'est Bakoul. Je suis l'assistante technique du volet social de FADG Antilabé. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un n'a pas eu l'occasion de se présenter? Je ne vois pas tout le monde sur mon écran. C'est bon? Ok. Alors, si ça vous va, on peut commencer. Continuer, je veux dire. Alors, tac, attendez. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, des visites d'échange. Je vous présente très rapidement l'ordre du jour. Je vais quand même peut-être, pour les nouvelles personnes et notamment les nouveaux partenaires, faire une très brève présentation du réseau Partage Rise. Et puis ensuite, ce sera essentiellement aux collègues de prendre la parole. Donc, on va vous présenter en fait 2 visites d'échange qui ont eu lieu à des moments différents et entre partenaires différents. Donc, la première visite d'échange a été effectuée par Racine, dignement donc représentée par Vital et Tobias aujourd'hui, qui s'est rendu chez Maïcha aux Comores. Et puis la seconde visite d'échange a eu lieu un peu plus récemment et c'est Kyogo qui s'est rendu chez l'EDT au Burkina. Donc ils vont présenter tout ça et puis si on a encore un peu de temps, puisque je pense que l'essentiel c'est quand même d'écouter les collègues, je vous présenterai également les différentes étapes, les outils qui existent parce que l'idée c'est quand même évidemment de développer cet outil des visites d'échange pour valoriser les apprentissages entre partenaires et renforcer les échanges entre partenaires du réseau. Et puis, rapidement aussi vous présenter les différentes perspectives du réseau avec les étapes qui nous attendent sur le 2e semestre et puis à venir de manière un peu plus lointaine. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, et vous m'excuserez pour ceux qui connaissent déjà le réseau par cœur sur le bout des doigts, le réseau des partenaires de partage a été constitué en 2007 lors d'une première rencontre entre tous les partenaires de partage.
Et à l'époque, il s'appelait le réseau Partage Lamaco. Et puis, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés entre 2007 et 2017, et notamment l'organisation de rencontres régionales. C'était moins des visites d'échange, il y en a eu quelques-unes, mais l'idée, c'était surtout de se faire rencontrer les partenaires sur des zones communes et des zones de travail et de langue communes aussi, puisque aujourd'hui, la restitution n'est malheureusement pas ouverte aux partenaires anglophones et hispanophones, puisque nos 4 participants ne maîtrisent pas forcément la langue. Donc, on s'est dit qu'on trouverait une autre solution pour après diffuser les apprentissages auprès des partenaires anglophones et hispanophones. En 2017, il y a un bilan du réseau qui a été réalisé et le nom a changé, mais pas que. Il y a aussi d'autres stratégies qui ont été mises en place, comme peut-être de moins favoriser les rencontres régionales et de plus aller vers l'organisation de visites comme celle sur laquelle on va s'entretenir aujourd'hui. Le réseau, c'est actuellement 25 partenaires dans 18 pays et c'est 4 langues de travail puisqu'on a un partenaire aussi au Brésil, donc qui parle portugais, où c'est à la fois un super défi, mais c'est aussi parfois un peu compliqué de pouvoir rassembler tout le monde autour d'une même discussion pour des questions évidemment de langue, mais aussi d'horaire de travail, puisque les fuseaux sont quand même assez étendus entre, je crois que le plus loin, c'est Honduras d'un côté et Cambodge de l'autre. On a 12 heures d'écart, donc c'est compliqué de tous se retrouver autour des mêmes échanges. Les objectifs du réseau, c'est de favoriser la connaissance entre partenaires, c'est d'organiser des événements communs. Je pense que vous avez tous plus ou moins déjà participé, sauf peut-être pour les nouveaux partenaires, mais à l'événement qu'on organise depuis quelques années autour de la célébration des droits de l'enfant, qui a lieu le 20 novembre. C'est un des exemples, mais nous sommes ouverts à la mise en place d'autres événements communs. C'est évidemment de capitaliser et de diffuser les apprentissages, comme ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, de développer le renforcement de capacités entre partenaires, sachant qu'on essaye de prendre en considération l'importance de favoriser les rencontres, le concret et la mise en lien avec les projets que vous menez dans le cadre du partenariat avec Partage, et puis évidemment de favoriser l'interconnaissance entre les membres et créer des ponts entre chaque structure. Vous allez très prochainement recevoir, vous avez déjà reçu une première newsletter, vous allez très prochainement, spoiler alert, recevoir une seconde newsletter qui vous permet de savoir ce que font pour apprendre, réfléchir, se réapproprier des outils que vous trouvez pertinents ou même des actions, des activités et des expertises. C'est l'idée aussi. Aujourd'hui, on va donc plutôt vous parler des visites d'échange, qui est un outil qui nous semble plutôt concret, puisque c'est donner la possibilité à un partenaire d'aller sur le terrain, d'observer et d'apprendre. Attendez, merci. Et d'apprendre du coup auprès de son homologue pour après réfléchir comment intégrer les apprentissages dans son propre projet. Je fais vite parce qu'on a pris du temps. Je vais donc maintenant laisser la parole à Racine. Donc, je ne sais pas du coup si c'est Vital ou Tobias qui va se charger de présenter, alors le plus succinctement possible. Je sais que c'est un enjeu et c'est pas facile de présenter son association en quelques minutes. Mais on trouvait important, puisque tout le monde ne se connaît pas, de prendre ce temps aussi d'expliquer le contexte d'intervention de chacun. Tobias, je te laisse la parole. Merci Marie. Merci Marie, merci à tout le monde. Je voudrais commencer par remercier Partage pour cette belle opportunité qu'elle nous a offert de pouvoir faire cette visite au Comores et d'aller découvrir ce qui est très bien fait de l'autre côté. Alors, Racine, en quelques slides, en quelques mots. Racine est une association béninoise de droit béninois qui est créée depuis 25 ans, donc en 1999, et qui ambitionne de promouvoir l'éducation au sein des populations, notamment les plus vulnérables. Voilà, donc en les impliquant fortement. Donc nous sommes dans les domaines fondamentalement de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation et de façon transversale, nous abordons les questions de genre et de droits des enfants sur l'ensemble de nos programmes. Aujourd'hui, nous avons 13 projets-programmes que nous exécutons
globalement sur l'ensemble du territoire. Alors, par rapport au quadrillage géographique, nous sommes dans 8 départements du Bénin sur les 12 que compte notre pays et nous travaillons actuellement dans 25 communes sur les 77 que compte le Bénin. Voilà, donc le nombre de bénéficiaires directs que nous touchons par nos actions actuellement s'élève à 62 262 personnes, enfants et personnes adultes compris, mais la grande majorité, c'est vraiment les enfants, c'est notre cible privilégiée. Et comme bénéficiaires indirects, nous avons 265 048 personnes environ qui bénéficient indirectement de nos actions. Alors, donc, le nombre de partenaires, nous avons aujourd'hui 17 partenaires et globalement, et parmi ces 17 partenaires, nous en avons du niveau stratégique, nous avons des partenaires locaux et nous avons des partenaires internationaux. Il faut ici indiquer que Partage reste l'un de nos partenaires principaux qui nous accompagne depuis plus de 20 ans pour pouvoir pousser l'éducation au Bénin. Et actuellement, l'ONG Racine compte environ une soixantaine de salariés. Nous avons aussi des prestataires de services qui travaillent avec nous, qui ne sont pas des permanents, mais qui sont sollicités ponctuellement pour des activités ou des projets de courte durée. Et nous avons aussi 42 communautaires qui travaillent avec nous, donc des communautaires, on va dire, bénévoles. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur le PRIED, qui est le programme intégré d'éducation dans les collines que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis 2 ans. C'est un projet qui est écrit sur 3 ans. Nous sommes dans la 2e année. Donc, ce projet a un volet éducation fondamentale. Éducation fondamentale, c'est globalement de permettre à tous les enfants en âge d'aller à l'école qui sont dans nos zones, de pouvoir y aller et travailler à ce qu'ils y restent le plus longtemps possible. Parce que l'enjeu aujourd'hui au Bénin, c'est surtout le maintien. Beaucoup de parents ont déjà compris la nécessité d'inscrire les enfants à l'école, mais le taux de déperdition reste encore élevé. Donc aujourd'hui, nous couvrons environ 46 écoles et nous touchons environ 11 000 élèves de par nos actions, que ce soit à la maternelle, au primaire et au secondaire, notamment le premier cycle du secondaire. Et nous avons aussi 254 enseignants et 13 membres du corps d'encadrement avec qui nous travaillons à travers des formations, à travers un certain nombre de sessions, parce que le but final, c'est de pouvoir offrir aux enfants un environnement sécurisé, mais un environnement d'apprentissage qui leur permet d'éclore leur potentiel. Nous travaillons aussi en dehors de l'éducation fondamentale à la pré-professionnalisation, c'est-à-dire les enfants qui décrochent malgré tout ce que nous faisons, ou quelques rares, parce que dans nos zones aujourd'hui, c'est quand même assez rare, des enfants qui n'ont pas du tout la chance d'aller à l'école. On en a de moins en moins et c'est très heureux. Le défi, c'est que beaucoup de ceux qui s'inscrivent ne restent pas longtemps. Donc, ceux qui décrochent pour des raisons ou d'autres, nous leur proposons d'autres alternatives, notamment l'inscription dans des ateliers d'apprentissage où on les met sur des formations duales, où ils apprennent des compétences nouvelles tout en apprenant dans les centres d'apprentissage. Et il y a ensuite le 3e volet que nous abordons sur le PRIED, c'est la gouvernance éducative et les droits de l'enfant. Sur ce volet, on va dire que les enfants sont au cœur des actions. Nous mettons les enfants vraiment ils sont acteurs de leur propre savoir, acteurs de leur propre développement. Donc, il y a plusieurs initiatives comme ça où les enfants vraiment, ils sont vraiment au cœur. Et ces dispositifs d'apprentissage, il y en a qui se font à l'intérieur des salles de classe, mais il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui qui se font en dehors des salles de classe, donc pour des activités extrascolaires. Et je pense que ces activités-là appellent beaucoup d'intérêt au niveau des enfants.
et nous avons eu des impacts très positifs de ces activités dans leurs apprentissages une fois dans les salles de classe. Donc, nous pouvons citer un certain nombre de dispositifs comme la lecture ambulatoire, les clubs culturels qui sont des clubs culturels associés à la lecture. Les enfants apprennent à chanter, à danser, à faire des compositions théâtrales et tout, mais le but, c'est de pouvoir les orienter vers la lecture parce que lorsqu'on fait ces choses, à un moment donné, on arrête et on les amène à lire. Il y a aussi les clubs de filles leaders. Ça, c'est dans les collèges que nous le faisons, les clubs de filles leaders. Donc, nous essayons d'augmenter la capacité, l'empowerment des filles. Et il y a aussi la lecture tutorée. La lecture tutorée, donc, comme vous pouvez le comprendre, et l'enjeu pour nous, sur ce triennal, c'est la centralisation de la lecture. C'est de faire en sorte que vraiment la lecture retrouve sa place. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, il y a comme un désamour par rapport à la lecture, même au niveau des enseignants. Donc, nous mettons en place beaucoup de dispositifs pour ramener les enfants vers l'amour de la lecture. Donc, il y a à travers plusieurs dispositifs que je viens de citer. Et il y a aussi des ateliers de réalisation artisanale et les gouvernements scolaires. Les gouvernements scolaires, c'est aussi des creusets où les enfants prennent des initiatives, négocient avec les enseignants ou bien le personnel encadrant pour pouvoir faire évoluer leurs conditions d'apprentissage. Donc, c'est eux qui sont devant les actions. Donc, voilà un peu pour ce que je peux vous présenter rapidement de Racine. En un seul diapo, ce n'est pas suffisant, mais notre site est suffisamment bien nourri. Si vous tapez ONG Racine, vous allez être redirigé sur notre site. Vous pouvez compléter des informations sur Racine. Marie, j'espère que je suis resté dans les 3 minutes. Je pense pas, mais c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Tu as fait Merci du mieux beaucoup. que tu peux et c'est très bien. On va maintenant passer la parole à Denan, qui va avoir la lourde tâche de faire la même chose pour présenter Maïcha. On t'écoute, Denan. Ok, en merci. 3 minutes, si tu peux. Bonjour à tous. Alors, rapidement, Maïcha, c'est une ONG comorienne créée en 2005. Maïcha, en langue swahili, ça veut dire la vie. Mais Maïcha, c'est un acronyme qui s'appelle M, mouvement, A, associatif. Le premier E, éducation, le second E, égalité. CHA, c'est la chance. Donc, Maïcha avait donné la chance à tous les enfants du monde, les mêmes égalités pour réussir, les mêmes conditions de réussir, tant scolaire que aussi professionnel, session. Donc, l'objectif de Maïcha, justement, c'est de permettre un développement harmonieux des enfants, mais aussi d'accompagner leur famille dans l'amélioration durable de leurs conditions de vie. Parce que si les parents n'ont pas des meilleures conditions, naturellement, l'enfant aura des difficultés de développement. Donc, et l'enfant et les parents aussi. Donc, nos domaines de prédilection, c'est l'éducation, l'insertion professionnelle des jeunes, le développement local, la protection de l'enfant isolé et l'assainissement. Il y a d'autres programmes qui sont en train de se développer peu à peu, notamment la santé des enfants. Nos zones d'intervention, on est dans les 3 îles des Comores. Les Comores, c'est un archipel composé de 4 îles. Malheureusement, il y a une des îles qui est toujours sous administration française, donc on n'a que 3 îles qui sont indépendantes. Donc la Grande Comore, Moïli et Anjouan. Le projet éducation est toujours soutenu par Partage depuis la création de Maïcha jusqu'à ce jour. Merci et grand merci à Partage pour ce soutien infaillible. Ce programme se met dans la région de Numakele, c'est dans l'île d'Anjouan, au sud d'Anjouan. Le nombre des bénéficiaires directs, on a 24 842 et bénéficiaires indirects, c'est 43 509 bénéficiaires indirects. Pour le projet d'éducation en cours, il s'agit d'un programme de soutien des secteurs de l'éducation impliquant les acteurs locaux à l'Union des Comores, dont l'objectif général, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions d'enseignement, d'apprentissage et l'accès à l'école primaire en Numakele. L'objectif spécifique 1, c'est de renforcer les acquisitions scolaires des élèves
de l'école primaire publique de Niumakele et de l'ESEMA. ESEMA, c'est une école communautaire Maïcha Sis-Aga, dont le mode de fonctionnement est assuré par Maïcha à 100%. Donc, la formation des enseignants, les fournitures, les kits scolaires des enfants, mais aussi le soin de santé et la cantine scolaire. C'est Maïcha qui assure pour ses élèves issus des familles démunies. La particularité de cette école SMA, elle n'accueille que des enfants des familles démunies, des enfants dont les parents sont décédés, des parents dont les parents sont handicapés mentaux ou physiques, des enfants abandonnés. Et cette école scolarise les enfants de la maternelle jusqu'au CM2, mais au-delà du secondaire aussi, on les accompagne jusqu'à l'université. L'objectif spécifique 2, c'est d'améliorer le cadre de vie scolaire des élèves des écoles primaires Niumakele, de la maternelle au CM2. Je ne vais pas m'étaler pour expliquer l'ensemble des activités développées là-dessus, puisque le temps imparti est assez court. On aura l'occasion d'apprendre davantage. Pour le nombre de bénéficiaires de ce projet, on a 10 987 enfants qui sont répartis dans 24 écoles. Donc, vous comprenez un petit peu la densité des effectifs dans les écoles. Tout à l'heure, Tobias a parlé de 11 000 élèves dans 46 écoles. Alors, nous, on est dans 10 000 dans 24 écoles, 25 écoles. Donc, c'est pour vous dire combien les effectifs des classes sont tellement importants. Et on a 167 jeunes et 12 414 adultes au niveau des bénéficiaires. Je vous remercie. Je pense que j'étais... Tu as été parfait, Denan. Tu as tenu le temps. Merci beaucoup. Donc, pour la slide suivante... Alors, attendez. Hop. Voilà. Il y a donc... Tobias, oui, tu es disponible pour présenter les origines de la visite d'échange, en quoi elle a consisté. Vital, vas-y. Ou Vital. Bon, allez, oui, je crois que Vital peut gérer. C'est cadeau, Vital. On ne t'entend pas, Vital. Merci. Allô? C'est bon. Voilà, par rapport aux origines de la visite, j'ai combien de minutes? Tu as 1 minute. Non, tu as 3 minutes. 1 minute. 3, vas-y. Donc, par rapport aux origines, il y a en janvier 2023 une mission de suivi du terrain de partage. Je sais qu'il y a Marie qui était de la mission et nous avions échangé sur l'activité de la lecture par le tutorat. La lecture par le tutorat au sein du projet. Et au premier trimestre de 2023, nous avons également travaillé sur le PRIED en analysant les besoins et il y a eu la nécessité de renforcer et de centraliser à notre niveau les activités de lecture parce que nous avions démarré déjà des initiatives de lecture par le passé, mais l'objectif pour nous, pour ce PRIED, c'est de faire en sorte, comme monsieur Leroux l'a dit tout à l'heure, de faire en sorte que la lecture soit au cœur de nos interventions. Parce que nous avons remarqué beaucoup de choses sur le terrain. Sans la lecture, les enfants ne peuvent pas lire, ne peuvent pas comprendre les notions, les contenus notionnels dans les écoles. Donc, il y a eu cette proposition-là de partager les échanges entre partenaires parce que au niveau des partenaires de partage, il y a certains partenaires comme Maïcha, par exemple, qui a déjà une certaine expérience en lecture, ainsi que d'autres partenaires. Mais il y a eu cette proposition-là de partager les échanges parce qu'en 2023, nous étions déjà en train de réfléchir sur notre initiative de lecture tutorée. Donc, l'échange nous a permis, notre initiative de lecture ambulatoire, voilà. Donc, nous avons déjà écrit notre document et l'échange nous a vraiment permis de nous mettre en phase avec tout ce qui devait être déjà fait en lecture, de partager aussi tout ce qui se fait au niveau de Maïcha
par rapport à cette expérience que Maïcha a déjà en lecture. Donc, si je peux être le plus bref possible, je viens de rappeler brièvement. Merci beaucoup, Vital. Voilà. Je pense que l'essentiel est déjà dit. Voilà, donc je pense que voilà. C'est Marie qui a servi de couloir de transmission. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va peut-être passer la parole à Rafa, qui est du côté de Mrimani, je pense, pour qu'elle puisse prendre la suite, présenter les objectifs et puis peut-être les origines aussi du sujet par rapport à Maïcha. Rafa, tu es là? Oui, je suis là, Marie. Bonjour tout le monde. Bonjour. D'accord, donc Bonjour, je continue. Bonjour Tobias. Je continue avec les origines pour Maïcha. Oui, pour Maïcha, comme Denan l'a dit, que Maïcha a été créée en 2005 et depuis cette année, une bibliothèque mobile est mise en circulation pour permettre aux enfants des écoles publiques primaires de Noumakele d'avoir accès à la lecture. Et notre dispositif s'appelle le Bibliobus. Donc, en 2023, il y a eu une présentation d'une fiche de capitalisation sur la lecture mobile qui a été réalisée par Maïcha et Vahadja pour que l'on sache comment fonctionne ce dispositif. Et dans cette capitalisation, nous avons vu qu'il y a à part le bibliobus de Maïcha, nous avons aussi mis en place des centres de lecture et de loisirs dans certaines écoles afin de permettre aux enfants d'avoir tout le temps accès à la lecture ainsi qu'à d'autres activités. Ensuite, nous passons aux objectifs de la visite d'échange de racines chez nous à Maïcha. Donc, premièrement, c'était de participer à des ateliers d'échange de pratiques sur la bibliothèque mobile. Donc, ils ont visité certaines écoles pour pouvoir observer comment nos animations se passent avec les enfants, quelles sont les activités que l'on fait avec eux. Ensuite, deuxièmement, il s'agit de découvrir le savoir-faire de Maïcha en matière de lecture plaisir et de gestion de bibliobus. Il s'agit là toujours des animations, de comment on circule dans les écoles, comment on permet aux enfants d'avoir accès aux livres, que ce soit les emprunts, etc. Ensuite, troisièmement, il s'agit de comprendre le fonctionnement du dispositif de bibliothèque mobile afin qu'ils puissent aussi, vu qu'ils avaient l'idée de mettre en place aussi ce dispositif chez Racine, comment ils allaient procéder. Et de là, ils ont aussi partagé les succès et les difficultés de chacune des organisations dans la mise en place des initiatives de lecture. Et enfin, de réfléchir à la réadaptation du dispositif chez Racine, tout en l'adaptant à leur propre contexte. Pour eux, nous avons vu récemment qu'ils ont mis une bibliothèque mobile, mais ce n'était pas un bus, mais plutôt, c'est quoi, Tobias, un tricycle, je pense. Ça va venir, tu vas le savoir. En tout cas, on a partagé plusieurs expériences, que ce soit, ils ont vu nos fiches de comment on gère les centres de lecture. Ils ont pu aussi faire des échanges avec les responsables de ces centres et aussi parler avec les enfants qui bénéficient de ces animations. Je pense que c'est... Merci, Marie. Je vais repasser la parole à Tobias, qui va nous expliquer très succinctement. Marie, juste, je voulais rajouter... Merci, Marie. Ah, vas-y, Denan. En fait, je voulais rajouter que c'est à l'issue de la présentation de la capitalisation que aussi
Racine a eu le goût aussi de faire cette visite-là. Donc, Oui. à part la visite de Marie qui a eu lieu en février au Bénin, mais pendant la présentation de l'acte de capitalisation avec Vada, que aussi Racine a vu la nécessité d'effectuer ces visites davantage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, Léna. Tobias, est-ce que tu relèves le challenge de faire une Oui, présentation en d'accord. quelques minutes? Que le temps file. Mais voilà, en quelques minutes, la visite s'est déroulée du 6 au 10 novembre 2023 avec 2 personnes de Racine, donc à savoir moi-même et mon collègue Vital Moussou et la délégation de Maïcha. Donc, c'était Arapa qui vient de parler justement avec Dainan et le collègue Sauman. Voilà, donc c'est eux qui nous ont facilité tout une fois sur les îles Comores. Et qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions, Arapa l'a rappelé, on a fait des suivis d'activités de lecture et des animations sur la lecture plaisir dans les centres de lecture et de loisirs, les C2L. Voilà. Et puis après, nous avons aussi suivi le fonctionnement du bibliobus, elle l'a rappelé. Nous avons eu des échanges avec l'ensemble de l'équipe Maïcha, 10 animatrices. Et puis, voilà, parce que Maïcha a des animatrices recrutées qui gèrent les centres de lecture et de loisirs. Nous avons échangé avec ces animatrices qui nous ont expliqué plein de choses. Et puis, nous avons fait des visites dans des écoles primaires pour échanger autour des autres enjeux de qualité de l'éducation avec les acteurs. Donc, au-delà de la lecture, nous avons essayé de partager quelques autres enjeux de l'éducation au niveau des îles Comores en lien avec Maïcha. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait. Merci. C'est formidable, le timing est parfait. Merci, Tobias. Est-ce que, Rafa, tu veux bien, du coup, reprendre la parole et nous présenter le bilan, les premiers constats liés à cette visite d'échange? Oui, Marie. Le bilan de la visite, les constats sont déjà, en premier, l'intérêt de la lecture plaisir et de l'impact que cette lecture a sur l'éveil de l'enfant. Il s'agit là de la prise de parole en français notamment, qui est réaffirmée par cette visite et aussi et qui motive aussi les équipes, nous bien sûr, à poursuivre leurs efforts. Vous savez déjà que Kanyumakele, l'éducation, c'est un peu compliqué pour tous et aussi la lecture maintenant, comme Tobias l'a dit, que maintenant elle a tendance à disparaître un peu. Donc, on fait notre possible pour que les enfants puissent aimer déjà cela et qu'ils puissent aussi s'améliorer en français, en expression et même en lecture. Ensuite, les discussions et le partage des outils pendant la mission qui sont importants en vue d'une possible appropriation au retour, dont les fiches de prêt des ouvrages. Il s'agit des ouvrages que les enfants ici empruntent beaucoup, ce sont surtout les albums, les contes et les romans jeunesse, et aussi les rapports mensuels des CEDESEL. Ainsi, il y a aussi des fiches de statistiques qui nous permettent de savoir quels sont les enfants qui fréquentent le plus les centres et qui sont de quel niveau. Et enfin, l'accueil d'une délégation qui a permis de réaffirmer les compétences et de questionner les approches. Donc, voilà en résumé le bilan de la visite. Merci, Rafa. Est-ce que Tobias, tu veux bien délivrer les bonnes pratiques identifiées lors de cette visite et puis peut-être expliquer aussi où vous en êtes aujourd'hui? Comment ces apprentissages vous ont été utiles? Avec plaisir, Marie. Voilà, donc en bonne pratique, et je pense que cette visite nous a aujourd'hui permis d'assurer un meilleur choix des livres en fonction donc du niveau des enfants, parce qu'au départ, comme l'avait dit, nous, on était novices. Donc, au départ, on voulait aller dans une école pour faire la lecture plaisir. C'était compliqué
Mais avec cette vision, on a dit, mais lorsqu'on va dans une école, on n'a pas obligé de travailler avec toute l'école, mais on choisit avec le directeur la classe, une seule classe qui nous est préparée, et c'est avec cette classe que nous travaillons une fois sur le terrain. Et il y a aussi le défi de proposer une mise en route pour attirer les enfants. Vous savez, comme les enfants, c'est le jeu. Lorsque on ne les mobilise pas d'abord sur ce qui les intéresse, on ne peut même pas les orienter vers la lecture. Donc, il y a vraiment des jeux qui se font. Nous avons vu Maïcha avec beaucoup de mise en route, mais nous, on a associé la musique. Donc, on descend avec un équipement, avec de la musique, que les enfants dansent, et puis pendant un certain temps, avant qu'on fasse silence pour repartir à la lecture. Et après un certain temps de lecture, on interrompt encore et on anime, on fait encore de la musique. Les enfants sont très enjoyés et avant de repartir encore à la lecture et de clôturer. Il y a aussi l'accompagnement des animateurs qui a réfléchi et a questionné leur posture pour effectivement, parce que si la posture de l'animateur est la même posture que l'enseignant dans la classe, ça casse quelque chose. Parce que l'enfant est braqué, il ne veut pas faire des erreurs, il a peur de l'enseignant, non. Donc, il faut vraiment que l'animateur puisse vraiment être très, très proche des enfants. Ce qui fait que la plupart du temps, il s'asseye sur la même natte que les enfants, et au même niveau que les enfants. Il se comporte un peu comme les enfants pour pouvoir être proche d'eux. Et puis après aussi, pour fournir les sports, je viens d'en parler, le support adapté, nous, on ne travaille pas dans le cadre de la salle de classe, on sort les enfants, généralement sous des arbres, et on étale une natte, tout le monde s'assoit par terre. Donc, ce n'est plus, ils n'ont pas la pensée sur la salle de classe qui est exigeante avec beaucoup de choses, on n'a pas le droit à l'erreur, des trucs comme ça, pour que la lecture soit véritablement un plaisir plutôt qu'une corvée. Et enfin, il faut favoriser la péréducation. Donc, on est en train de travailler à faire monter en compétence des jeunes élèves qui vont prendre le relais de l'animation de ces lectures-là. Ça se fait déjà à Maïcha. Nous, on n'a pas encore réussi ça parce qu'on est au début, mais on est en train de travailler, observer ceux qui sont les plus habiles là pour pouvoir vraiment les renforcer en capacité de sorte à ce que, même en l'absence d'animateurs de racines, ils puissent conduire des animations de lecture. Donc, voilà un peu les enjeux. Aujourd'hui, nous avons pu acquérir, pas un bibliobus, mais une motobus, on va dire, une moto pour faciliter la lecture chez nous. Voilà, donc c'est la moto décorée. Voilà, bientôt le bus pourra venir, mais pour le moment, on se débrouille avec ce que nous avons. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, Marie, je te retourne la parole. Merci beaucoup, Tobias. Avant de passer à la présentation de la deuxième visite d'échange intra-Burkina sur la thématique du préscolaire, je voulais vous proposer peut-être un petit temps d'échange, alors assez rapide parce que vous voyez bien que l'heure tourne vite. Si certains d'entre vous avaient des questions à la fois sur la thématique de la lecture plaisir ou de compréhension par rapport à la visite d'échange, vous pouvez soit prendre la main, voilà, je vois que Rachid a déjà levé la main, merci Rachid, ou peut-être éventuellement poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre par la suite. Oui, je vois qu'il y a Rachid et Djeneba qui lèvent la main. Est-ce que c'est Rachid en premier? On t'écoute. Ok, bonjour à tous. Rachid. Je n'avais pas eu l'occasion de vous présenter. Bonjour Rachid. Salut Rachid. Je suis le chargé suivi et évaluation du dispensaire trottoir. Et je tiens à remercier déjà les présentateurs pour le contenu. J'avoue que c'est une thématique vraiment très intéressante sur la lecture, puisque chez nous, les enfants ont quasiment perdu le goût de cette pratique. Voilà. Et là, maintenant, ce que je voulais savoir, il y a deux préoccupations. C'était de savoir comment se passait un peu le passage dans les écoles sans perturber le programme des enfants. Donc, il y a un passage qui est fait au niveau des écoles. Alors, comment est-ce que c'est orchestré un peu avec le corps éducatif, le corps enseignant, sans pour autant perturber le programme des enfants? L'autre question maintenant, c'est un peu pour savoir, pour une structure qui veut se lancer dans cette pratique-là, qu'est-ce qu'il lui faut? Voilà. Est-ce qu'il y a un process typique qu'il faut entamer pour pouvoir mettre en place une telle activité au sein de sa structure?
Voici un peu mes deux questions. Merci. Merci beaucoup, Rachid. Est-ce que vous pouvez peut-être répondre tout de suite? Est-ce que la question s'adresse plutôt à Tobias ou à Denan, ou sentez-vous libre d'intervenir l'un et l'autre? À Rafa également, évidemment. Je lance à Rafa, puisque c'est elle qui est plus sur le terrain, d'y répondre. Rafa, merci. D'accord. Pour la question numéro 1, en fait, nous ne perturbons pas les cours parce que déjà, ici, on établit un planning mensuel dont on envoie à tous les directeurs des écoles primaires publiques. Donc, ils sont déjà au courant que tel jour, nous aurons besoin de tel enfant de telle classe. Et c'est, par exemple, si les enfants avaient cours le matin, nous irons l'après-midi. Et s'ils ont cours l'après-midi, nous irons le matin. Donc, il n'y a pas de perturbation pour les cours. Et des fois aussi, on invite les enseignants à suivre les animations. Je crois que j'ai été un peu claire. Merci. Je peux compléter rapidement. Les Comores ont un avantage que le Bénin n'a pas, c'est que l'école est alternée. C'est-à-dire qu'il y a certains groupes, quand ils vont le matin, ils ne vont pas l'après-midi. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, nous, les seuls moments où nous avons, c'est les mercredis après-midi où il n'y a pas école au Bénin. Donc, c'est ce temps-là que nous utilisons. Et comme Rafa l'a dit, on négocie déjà avec le directeur de l'école qui va nous accueillir sur la base d'un planning préétabli, partagé. Et on dit, c'est avec tel cours que nous allons travailler. Et c'est en fonction de ça que les livres sont préchoisis. Voilà, avec la collaboration donc, des enfants, quoi. Nous, on va avec un certain nombre de livres, mais une fois sur place, on voit avec les enfants ils veulent lire quel livre parmi la gamme avec laquelle nous sommes venus, qui correspond au niveau de la classe choisie. Alors, est-ce qu'il y a un process? Oui, mais pas rigide. Voilà, parce qu'il faut déjà avoir des livres, il faut savoir, effectivement, comme on l'a dit, il faut savoir qu'on doit prendre le rendez-vous, il faut s'entendre sur qui va animer et tout. Donc, je pense qu'avec Rachid, on peut partager après en termes de process. Voilà ce que je peux dire, mais vraiment, ce n'est pas rigide. On peut le mettre en place sans souci. Merci. Merci, Tobias. Est-ce que vous sentez aussi l'âme de répondre à la question de Rachid, qui est que faire pour commencer un projet de ce type? Quelles sont vos bonnes pratiques à délivrer? Oui, bon, c'est à peu près ce que je viens de dire. C'est pour dire que déjà, d'avoir la volonté de faire, c'est que le premier outil important, c'est de disposer de livres. Lorsqu'on a des ouvrages, et il faut que ce soit des ouvrages qui soient adaptés vraiment au niveau des enfants, mais les ouvrages illustrés. La plupart du temps, c'est des ouvrages qui racontent, quand tu prends tout le livre, ça peut être 5 pages, ça peut être 10 pages, mais ça raconte une seule histoire. Il n'y a pas plusieurs histoires dans le même ouvrage, mais c'est beaucoup plus illustré, coloré, et ça, c'est un gros défi. Lorsqu'on a déjà ça, je pense qu'on a déjà la matière première. Le reste maintenant, c'est de pouvoir identifier les animateurs, les former sur l'animation, parce qu'il faut susciter l'intérêt des enfants. Mais il faut raconter l'histoire de sorte à mobiliser les enfants qui rentrent dans l'histoire et les amener eux-mêmes maintenant à commencer à faire l'exercice de la lecture et à raconter. Et nous, le peu de temps qu'on a fait, il y a certains enfants qui disent à l'animateur, eux-mêmes veulent raconter des histoires. Ils ont envie de raconter des histoires. Et ça, nous voyons qu'on est en train d'aller vers notre objectif parce que ça les accroche. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. En termes de process, pour ne pas être trop long ici, je pense qu'on peut documenter, à partager après avec DT. Merci. Sans problème. Merci beaucoup, Tobias. Paul, vous vouliez poser une question? En fait, Marie, je peux compléter? Très rapidement, Denan, si tu veux, ouais. Oui, en fait, je veux juste redire à Rachid qu'il n'y a pas une recette miracle. Il suffit de prendre l'initiative et d'avoir les minimums d'équipement, notamment le support, qui est le livre, adapté, comme Tobias l'a dit, aux enfants, mais aussi un petit équipement, parce que moi, au départ, j'avais démarré avec une natte, mais aussi un casier où vous mettez des livres, on appelle le bac, dans le jargon
la lecture. Donc, ça fait que ces deux outils-là, la NAT, le bac, et je me suis lancé dans les écoles. Donc, et puis aussi négocier avec la direction de l'école et l'équipe encadreur, parce que aussi ça peut poser des problèmes si les encadreurs ne sont pas trop favorables à l'activité, il peut te mettre il peut créer des problèmes. Voilà. Et de fil à cours, et puis on est arrivé aujourd'hui à voir le bus. Merci. Merci, Denan. Marie, il y a deux questions dans le chat, là. Je peux y Oui, aller oui, rapidement, mais on va s'il te d'abord plaît. laisser la parole à Voilà, Paul, si ça te c'était de convient. ça. Je les ai vus, voilà. t'inquiète pas. J'ai hâte de les poser, mais je vais d'abord laisser Paul s'exprimer. Ok, d'accord. Merci, Tobias. Merci tout le monde. Je voudrais remercier sincèrement les collègues qui ont véritablement présenté tout ce qu'ils ont fait comme expérimentation, continue même de faire, tout ce qu'ils continuent de mettre en œuvre comme projet, surtout sur la question de la lecture. Il faut dire sincèrement qu'au Bénin, quand on voit même les évaluations qui ont été faites au niveau du système, il n'y a que le système éducatif béninois pose d'énormes problèmes, surtout en français. Donc, quand on parle de français, on parle surtout de la lecture, d'abord. Après, l'expression écrite, tout ce qui suit. Et quand j'écoute, bien évidemment, toutes les expériences qui ont été dites tout à l'heure, surtout sur la question de la lecture, et j'ai entendu que le principe du tutorat est mis en place. Je voudrais demander véritablement si ce principe, parce que le CAEB, moi, ma structure, on a fait cette expérimentation longuement avant maintenant d'évoluer vers la mise en place des grandes bibliothèques à l'intérieur du pays, partout. Donc, l'expérience de tutorat, je suis en train de comprendre par rapport à tout ce qui se dit là, que ça se fait à l'école et aux heures extrascolaires. Et ma préoccupation, c'est de savoir si le tutorat, si ça va en communauté. Si ça va en communauté. Parce qu'en réalité, nous l'avons essayé et je voulais savoir si véritablement les collègues ont pu l'expérimenter ou qu'est-ce que nous avons fait? On a créé des coins lecture dans les classes. Les coins, ce que nous avons dénommé coins lecture. Et les coins lecture, dans les coins lecture, on a presque tous les ouvrages. Je dis tous les ouvrages, on a l'essentiel basique pour les enfants, pour l'apprentissage du français et aller vers la lecture. Et ça permet, le coin lecture permet aux élèves, aux enseignants, d'envoyer les élèves pendant les périodes, les moments libres, d'aller toucher un livre et d'aller prendre des livres volontairement et d'aller peut-être de se regrouper. Et maintenant, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est que les enfants ont la possibilité d'amener le livre à la maison, chez eux. Et l'enseignant essaye d'organiser les enfants, c'est-à-dire on voit le plus fort dans la classe, quand je dis le plus fort, le plus éveillé en lecture, qui peut être le tuteur, et cherche un certain nombre de tutorés autour de lui au niveau de la communauté. Donc, pendant les moments libres, c'est-à-dire les week-ends, les enfants peuvent rentrer avec tout au moins avec un livre et ensemble, dans la communauté, le tuteur, c'est-à-dire le jeune élève tuteur peut regrouper ses pairs autour de lui pour faire de la lecture. Et la lecture qui est faite la semaine suivante après le week-end, les enfants ont le droit de venir présenter ce qu'ils ont lu à la maison à l'enseignant. Donc, je voulais demander si véritablement, si ce système de tutorat qui est mis en place ça et là, ici et là, si véritablement ça va en communauté. Et si ce n'est pas le cas, moi je le suggère parce que ça serait encore un atout pour permettre aux enfants. Et on n'a pas le droit d'avoir peur que les enfants déchirent les livres. Ils peuvent déchirer les livres.
Parce que le livre, il faut l'utiliser. Et c'est la preuve même que les enfants utilisent ces livres-là. Donc, moi, je suis très bien, très content d'entendre tout ce qui se fait là. Et franchement, je dis bravo aux collègues et je voudrais les inciter davantage parce que quand on n'a pas la possibilité de mettre en place, c'est-à-dire de rapprocher les bibliothèques, les enfants proches des bibliothèques, il faut utiliser d'autres stratégies pour amener les livres proches des enfants. Et c'est ce qui se fait et que moi, je valide totalement ça. Et je voudrais véritablement, si ce n'est pas encore fait, de demander aux collègues qu'ils peuvent ouvrir maintenant ce tutorat vers la communauté. C'est-à-dire les parents d'élèves sont impliqués et savent que les enfants doivent venir à la maison avec les livres et ils accompagnent également les enfants. Donc voilà un peu ce que je voulais partager en disant qu'on peut mener l'action en impliquant la communauté, c'est-à-dire les parents, et permettre aux enfants de rentrer à la maison avec les livres et ça facilite beaucoup de choses. Merci à vous. Merci beaucoup, Paul. C'était très, très, très intéressant. Je laisse peut-être Tobias très rapidement répondre ou Vital. Il va falloir malheureusement qu'on fasse un peu vite parce qu'il y a une deuxième présentation qui nous attend sur la thématique du préscolaire. Je vois qu'il y a d'autres questions. Ce que je peux vous proposer peut-être, c'est de les prendre en note et puis de voir après comment les répartir pour que chacun qui ait posé ces questions puisse avoir des réponses. Alors, très rapidement, Marie, merci, par rapport à la lecture tutorée, je crois que M. Loko vient de dire, parce qu'il y a une question de savoir c'est quoi la lecture tutorée, la lecture ambulatoire. En fait, il faut le dire très clairement, nous ne sommes pas en train de parler de lecture tutorée aujourd'hui. C'est un autre dispositif avec une autre méthodologie. Et M. Loko vient de rappeler, nous, on expérimente les deux. On va même au-delà. On fait aussi les clubs culturels associés à la lecture. La lecture tutorée, pour nous, se passe d'abord dans la salle de classe et puis après en communauté, avec une démarche particulière où il y a des enfants tuteurs, c'est-à-dire des enfants qui savent mieux lire, et les enfants tutorés, donc des enfants qui ont des difficultés en lecture. Donc, c'est le dispositif globalement, schématiquement, c'est que ceux qui savent mieux lire puissent progressivement amener ceux qui savent moins lire à avoir le même niveau. Donc, l'idée de progression, c'est de dire de passer de plus d'enfants tutorés à d'enfants tuteurs. Donc, c'est ça qui montre que le dispositif marche. Moins nous avons d'enfants tutorés, ça veut dire que le dispositif marche. Maintenant, la lecture ambulatoire, c'est de ça que nous parlons. Nous envoyons des livres, nous descendons dans les écoles avec ces livres-là et nous permettons aux enfants vraiment de prendre du plaisir à la lecture. C'est encore différent de la lecture tutorée. Donc, on pourra avoir un autre temps pour revenir globalement sur la lecture. Donc, c'est ce que je voulais faire. Maintenant, par rapport à la paire éducation, c'est de ça que nous parlons. Il faut que nous puissions... Aujourd'hui, ce sont les animateurs qui sont au devant des animations. Mais il y a des jeunes enfants, des jeunes élèves aussi qui montent en compétences, à qui nous allons progressivement léguer la main pour qu'eux-mêmes commencent à faire l'exercice de l'animation. Parce que c'est comprendre le livre, c'est le raconter. De cette à mobiliser l'intérêt de ceux qui écoutent et les amener eux-mêmes à rentrer dans les livres-là, à les lire, à les comprendre. Et Maïcha est déjà en avance sur ce dispositif. Racine est en train de travailler à cela. Parce que nous avons dit ici, c'est les enseignants que nous allons prendre. C'est compliqué entre changer le posture. L'enseignant qui est dans la salle de classe, s'il revient comme animateur, ce n'est pas facile. Et puis, c'est le même enfant qui va le regarder. Il va toujours le regarder comme l'enseignant carré qui est dans sa salle de classe et il ne peut pas tolérer que je me lise mal et tout ça. Donc, nous, on est en train de mener cette réflexion en interne à Racine. Voilà un peu ce que peut dire Marie. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, je sais que c'est extrêmement frustrant, mais il va falloir, malheureusement et heureusement, parce que c'est très intéressant également, on passe à la deuxième présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, on a noté les questions et on va vous y répondre point par point. Sachant que si vraiment il y a et c'est aussi l'enjeu peut-être justement de ce genre de restitution, si après ça suscite aussi des échanges que vous souhaitez approfondir entre structures, ne pas hésiter à poursuivre un petit peu les échanges. Voilà, on va passer donc à la suite. Attendez, j'arrive. Hop. Voilà.
On va donc se diriger maintenant vers le Burkina. Merci beaucoup à Tobias, à Vital, à Rafa et à Denan pour votre présentation, pour le respect du timing. Un petit peu, on va faire au mieux là pour partir au Burkina. Voilà, donc on va laisser la parole à... Attendez. Hop. On va laisser la parole à Lassina qui est à côté de moi, qui est le directeur des opérations Kyogo, pour vous présenter un petit peu les choses. Voilà, je te laisse... Ouais, bonjour tout le monde. Débat très intéressant. Merci pour la restitution de la première visite. J'ai pris beaucoup de notes. Alors, Kyogo est une association de protection de l'enfance qui est née en 2004 et par des anciens travailleurs burkinabés qui ont travaillé pendant un moment pour Médecins sans frontières Luxembourg. Avec pour mission d'offrir des services de protection et de réhabilitation aux enfants vulnérables via des partenariats efficaces et efficients. Alors, nous sommes beaucoup plus dans le domaine du psychosocial avec des enfants et jeunes en situation de rue. Nous faisons aussi un accompagnement en éducation, en formation professionnelle, et il y a beaucoup de sensibilisation et de prévention avec l'implication des acteurs communautaires et le renforcement des acteurs qui travaillent dans le domaine de la protection de l'enfant. Nous, j'allais dire, basés à Ouagadougou, capitale du Burkina, mais nous intervenons sur l'ensemble du territoire pour des questions de réintégration des enfants dans leur famille, là où ils se trouvent. Je dirais même que nous allons au-delà du Burkina avec les enfants étrangers à travers un mécanisme communautaire de réinsertion des enfants dans leur pays. Et nous avons des partenaires dans les 15 pays de la CEDEAO, même si aujourd'hui le Burkina Faso est en train de quitter la CEDEAO. Mais les actions pour la protection des enfants continuent. Et au Bénin, nous travaillons avec Terre Rouge, nous travaillons avec Bénin Alafia, nous travaillons avec l'ONG Pied pour la réinsertion de ces enfants. Je cite le cas du Bénin parce que nos amis béninois sont là. Et c'est voilà, c'est des enfants en mobilité, des enfants et jeunes en situation de rue, des enfants en conflit avec la loi et des enfants victimes de violences et les enfants orphelins vulnérables. Ce sont les cibles pour lesquelles Kyogo est mobilisé quotidiennement et tous les jours. Le nombre d'enfants bénéficiaires, on a 10 008 bénéficiaires directs et 28 259 bénéficiaires indirects, qui prend en compte d'autres enfants qui sont en situation plus ou moins stable. Rapidement, avec Partage, nous travaillons sur un projet qui vient en appui sur un autre projet et qui permet de renforcer la protection des enfants et jeunes en situation de rue au niveau de Ouaga. Et avec cet objectif de créer un environnement propice pour protéger ces enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Alors, nous travaillons beaucoup en tout cas, à impliquer les communautés et les familles en les sensibilisant, en les informant sur leur engagement et sur la possibilité de pouvoir accompagner les enfants sans jugement, parce que ces enfants ont besoin d'autre chose que de jugement. Alors, nous travaillons aussi à renforcer le dispositif holistique d'accès de ces enfants-là à des services de qualité, mais appropriés et adaptés à leurs besoins. Nous faisons un travail de plaidoyer auprès de l'État pour mobiliser plus l'État, mais la société civile à accompagner la protection des enfants. Et ce plaidoyer est tant national qu'international. Et sur ce projet, nous avons 2675 enfants bénéficiaires directs, enfants et adultes, 3839 adultes. Voilà rapidement présenter Kyogo et le projet pour lequel Partage et Kyogo se mobilisent pour créer un environnement protecteur pour les enfants vulnérables. Merci. Merci beaucoup, Lassina. Avec le défi de présenter Kyogo en si peu de temps, je sais que c'est un challenge pour toi. On va laisser la parole à peut-être Rachid ou Djeneba. Je ne sais pas lequel de vous deux souhaite présenter le dispensaire trottoir. Merci, Marie. Merci à Partage. Et je remercie aussi Maïcha et Racine pour leur présentation. Lassina, à toi aussi le merci. Donc, c'est un plaisir pour moi
et de présenter le dispensaire trottoir. Et pour cela, voilà. Donc, le dispensaire trottoir est une association laïque à but non lucratif qui a été créée le 24 octobre 1993. L'association a pour mission de favoriser l'insertion socio-éducative, professionnelle et socio-sanitaire des orphelins et autres enfants vulnérables, ainsi que leurs familles de la ville de Bobo-Dioulasso. Et les domaines d'intervention, nous avons l'éducation, la formation, le suivi sanitaire, le psychosocial et la sensibilisation, ainsi que la prévention. Nous intervenons à Bobo-Dioulasso et dans 21 villages environnants. Nos publics cibles sont les enfants, les adolescents, les jeunes défavorisés vivant avec un handicap, les orphelins, les élèves déplacés internes dus à la crise sécuritaire, ainsi que les personnes infectées et affectées par le VIH. Et comme bénéficiaires directs, nous avons 32 771 et les bénéficiaires indirects 75 961. Et le dispensaire trottoir toujours travaille pour l'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables de la ville de Bobo-Dioulasso et a pour objectif général de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de 4050 orphelins et autres enfants vulnérables et 694 personnes infectées par le VIH et par une insertion socio-économique dans la communauté. Comme objectif spécifique, nous avons l'amélioration à l'accès à une éducation de qualité aux enfants vulnérables et la promotion de la formation professionnelle. Au niveau de l'éducation, il faut que je développe un peu ce volet, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et au niveau du volet éducation, nous avons le préscolaire, la scolarisation externe, le soutien, le suivi scolaire, la formation professionnelle et l'initiation à l'informatique. Donc, nous, au sein de la structure, il y a des animateurs qui font aussi des sensibilisations au niveau des écoles sur plusieurs thématiques, par exemple le respect du genre, les droits des enfants, la gestion des menstrues. Et en ce qui concerne même la gestion des menstrues, le dispensaire trottoir a construit des latrines avec des loges dans cet établissement afin de permettre aux filles de mieux gérer leurs menstrues en collaboration avec les responsables d'établissement, bien sûr. Et aussi, au niveau de ces établissements, il y a une parfaite collaboration qui existe entre notre structure et ces responsables-là, ainsi qu'au niveau des directions déconcentrées de l'État, où vraiment la collaboration est fluide et nous n'avons aucun problème pour intervenir dans les établissements de la ville. Donc, je continue toujours au niveau des objectifs spécifiques. Il y a la prise en charge communautaire des enfants et des PVVH, l'amélioration de la prise de conscience des jeunes et adultes sur les bonnes pratiques de santé responsables, d'hygiène et d'environnement de la ville de Bobo-Dioulasso. Et le nombre de bénéficiaires, nous avons 13 796 enfants et 15 965 adultes. Donc, voici. Merci beaucoup, d'une façon générale, la présentation du DT sans rentrer trop dans les détails. Merci. Je sais que c'est un exercice très frustrant et très compliqué pour chacun d'entre vous. Bravo d'avoir relevé ce défi. On va repasser la parole à Lassina qui va nous présenter les origines de cette visite d'échange que vous avez réalisée. Oui, très rapidement. Hein, il y a deux moments importants dans cette partie. Il y a déjà une visite
au mois de mai, visite de suivi d'une équipe de partage à Ouaga, et une deuxième visite en février 2024 et qui a permis de repréciser les choses. Lors de la première visite, nous avons eu la chance d'accueillir aussi une équipe de DT, Djeneba et Kaba, parce que justement, l'équipe de partage ne pouvait pas se rendre à Bobo pour des questions d'insécurité. Comme vous le savez, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire humanitaire qui dure et qui crée des conditions d'accès difficiles dans certaines zones. Donc, à la faveur de cette première visite, nous avons, avec DT, fait une visite guidée, on va dire comme ça, de Kyogo, au niveau de notre village d'accueil des jeunes filles mères. Dans ce village-là, il y a une école maternelle. Alors, donc, on a visité et à un moment donné, vous voyez les images, Djeneba est notre responsable de la maternelle. À un moment donné, Djeneba a fait un certain nombre d'observations et de constats rapides dès l'entrée dans une de nos classes. Mais c'était digne, en tout cas, d'un regard de quelqu'un qui s'y connaît, d'un expert de la petite enfance. Et ça a été le déclic pour Kyogo dit, mais waouh, DT a quand même de l'expertise, ça vaut la peine d'aller, de discuter et de partager les bonnes choses, les bonnes pratiques au niveau de DT. Donc voilà, en tout cas, ce regard professionnel de Djeneba a été l'élément déclencheur de cette visite-là et qui nous a permis aux deux associations de se rencontrer autour des objectifs de créer en tout cas un cadre d'échange entre nous pour justement parler de la thématique de l'éducation préscolaire sur la base des expériences, des connaissances et des meilleures pratiques. Et ensuite, de voir comment on allait améliorer les connaissances réciproques sur cette thématique-là et à travers nos différentes approches aussi, d'identifier des domaines respectifs d'apport et de voir un peu les différences, les similitudes que nous pouvons avoir, qui sont aussi des sources d'enrichissement mutuel, réciproque des deux organisations, et de répertorier les bonnes pratiques en matière d'éducation des jeunes enfants. Et je pense qu'on est en train de réfléchir aussi à mettre en place un cadre de concertation qui nous permettra de ne pas rompre du tout cette pratique-là, mais de continuer à échanger, à nous enrichir. Et je pense que c'était une super bonne idée de faire cette visite. Vous le comprendrez tout à l'heure. Merci. Merci, Nassina. Est-ce que Djeneba ou Rachid, vous voulez poursuivre pour expliquer très rapidement le déroulé de la visite? Je ne sais pas qui... Je laisse la parole à Rachid. Voilà. Impeccable. Rachid? Bonjour à tous. Je pense que côté déroulé, la visite s'est passée du 5 au 9 mai 2024. Et comme participant du côté de Kyogo, on avait le directeur que j'appelle affectueusement Koro Lassina, et Sakiatou Congo, qui est superviseur de la maternelle, Awazan, Natacha, Nana, qui sont des monitrices, et M. Herman Kabore, qui était leur chauffeur. Donc, du côté de DT, on avait Mme Konaté, la directrice, moi-même le responsable sur l'évaluation, Magyara Koulibaly, la responsable de la maternelle, et tout son staff, c'est-à-dire les autres monitrices des autres sections, ainsi que les aides monitrices. Donc maintenant, comment cette visite s'est déroulée? D'abord, lorsqu'on a reçu l'équipe de Kyogo, on a procédé à une visite des locaux à travers donc des échanges avec l'équipe de DT et l'équipe de Kyogo. Donc, on a présenté un peu comment le DT fonctionnait et un peu tout ce qu'on réalisait au sein de l'association. Après cela, il y a eu des échanges avec les membres du CA. Donc, Kyogo a échangé avec l'organe dirigeant du DT sur un certain nombre d'aspects concernant la visite
et aussi la mobilisation des ressources. Voilà, parce que hormis cette visite aussi, on avait prévu cette question-là où il fallait qu'on essaie de penser un peu sur cette question où ça pêche au niveau du DT. Et vu que Kyogo avait vraiment de l'expérience, on a essayé vraiment d'ouvrir la brèche pour échanger là-dessus. Concernant donc le suivi des activités au sein de la maternelle, puisque c'était un peu l'essentiel de cette visite, donc les animatrices, les monitrices plutôt du Kyogo ont été envoyées nouveau donc des classes de maternelle pour pouvoir voir un peu comment nos monitrices travaillaient. Et après donc cette phase-là, elles ont été mises en situation pour pouvoir vraiment procéder à l'animation d'une thématique donnée, afin que nos monitrices puissent vraiment les accompagner, les corriger, voir un peu comment elles pouvaient donc améliorer les animations au sein des classes. Après ça, donc, il y a eu des séries donc d'échanges, de présentations sur diapo, sur le parcours du plan pédagogique des deux maternelles. Voilà, donc autant chez DT et Kyogo, il y a eu donc des présentations pour que chaque partie puisse vraiment apercevoir un peu le type de parcours au sein des deux structures. Après donc cette séance-là, il y a eu donc une projection. Voilà, on a tenu à montrer un peu à l'équipe de Kyogo comment le DT organisait un peu la fin vraiment des activités du préscolaire. Donc notamment une vidéo sur la clôture des activités. Après donc cette séance, nous avons aussi tenu à ce que l'équipe puisse rencontrer un certain nombre de partenaires qui facilitaient un peu la mise en œuvre de nos activités au niveau de Bobo-Dioulasso, notamment l'association des structures préscolaires privées de Haut-Bassin et aussi les bureaux donc du préscolaire au sein donc de notre circonscription. Des acteurs donc avec qui Kyogo s'est entretenu pour voir un peu dans quelle dynamique ils pouvaient aussi établir une collaboration à leur niveau avec ces structures-là, pour voir un peu comment améliorer les interventions et aussi voir comment faire profiter les monitrices des formations qu'offraient un peu ces instances. Et nous avons aussi été au niveau donc de l'école des aveugles et malvoyants, qui est l'un des partenaires de l'association. Et nous avons tenu à ce que Kyogo puisse aussi s'entretenir avec cette structure pour ces questions d'inclusion au niveau donc, de l'éducation, puisqu'on parle aussi de l'éducation inclusive. Donc voilà en gros un peu ce que nous avons eu à faire de façon ramassée durant le séjour. Je ne sais pas si... Merci beaucoup, Rachid. Oui, merci. C'est fidèle, Rachid. Hein? C'est très fidèle. Ok, merci. Je vais passer maintenant la parole à Safi de Kyogo. Oui. Bonjour, Safi. Okay. Bonjour, Marie. Bonjour, Monsieur Zampou. Bonjour, les autres collègues aussi. Bonjour, Safi. Voilà. Je suis ravie de vous présenter un peu les apprentissages et les bonnes pratiques que nous avons pu identifier lors de notre visite d'échange au niveau du dispensaire trottoir à Bobo-Dioulasso. Voilà. Comme bilan, les approches du DT en matière d'apprentissage des classes préscolaires sont performantes et reconnues par les acteurs locaux. Voilà. Le DT entretient un fort partenariat avec la SEB et les autres structures préscolaires de la ville de Bobo-Dioulasso. Il y a eu la discussion et le partage des outils pendant la mission. Effectivement, pendant la mission, nous avons pu échanger beaucoup avec les monitrices en classe. Voilà, on a échangé également à quelques outils comme le bulletin de fin de trimestre. On a également visité tous les manuels que les apprenants utilisent en classe. Également, il y a eu l'accueil d'une délégation qui favorisait l'interconnaissance et permettait d'envisager la poursuite réelle d'un partenariat technique.
voilà, du jardin potager. Il faut noter qu'au niveau de Kyogo, nous avons un jardin potager. Également, au niveau de DT, nous avons pu également visiter cela. Voilà, comme bonne pratique identifiée, il y avait la stigmatisation de la collaboration avec la direction de la petite enfance au niveau du CEB. Nous avons pu remarquer qu'au niveau de DT, il y avait vraiment une bonne collaboration avec leur CEB. Voilà. Également, veiller à s'assurer que les monitrices aient une solide formation de base. Et effectivement, lors de la formation, nous avons reçu les inspecteurs qui étaient présents, voilà, qui notaient également que les monitrices au niveau de DT avaient reçu vraiment une bonne formation. Par contre, au niveau de Kyogo, il manquait vraiment la formation de API. Voilà, il y avait la confection aussi des jouets locaux avec du matériel de la localité. Effectivement, à ce niveau-là, il faut noter qu'au niveau de Kyogo, les jouets que les enfants utilisent au niveau de l'école maternelle, ce sont des jouets fabriqués avec du matériel local. Voilà. Voilà. Et ensuite, il y a également la réalisation d'une fête de fin d'année et on a également pensé qu'il fallait s'approcher à un parrain pour cette session. Alors que au niveau de Kyogo, nous n'avons pas l'habitude de s'approcher à un parrain, alors qu'on a vu qu'au niveau de DT, c'était vraiment intéressant. Il y avait le parrain qui était là et c'était vraiment une bonne chose. Au moment où on a visualisé, on a regardé le film, on trouvait que vraiment le rôle du parrain était important à cette cérémonie. Voilà, il y a eu également une proposition d'une phase active sur le hall. Pour dire qu'à ce niveau-là, nous avons constaté qu'au niveau du dispensaire trottoir, les locaux sont tellement bien faits, vraiment bien faits, je ne sais pas comment dire, mais que les monitrices arrivent à donner les cours en classe. Ensuite, ils vont en phase pratique sur le hall. Ils essaient encore d'expliquer. C'est tellement bien que nous avons pu relever cela. Voilà. Ils organisent également les goûters par section. C'était vraiment une très bonne chose parce qu'au niveau de Kyogo, les 3 sections sont ensemble pour le goûter. Alors qu'au niveau de DT, nous avons vu que les goûters sont organisés par section, ce qui permet vraiment à la monitrice et à l'aide monitrice de bien s'occuper de ces enfants-là et d'identifier, par exemple, les enfants qui n'arrivent pas à mieux s'alimenter pour les accompagner. Voilà. On a également vu qu'au niveau de DT, pour l'organisation des classes, il y avait également une aide monitrice, voilà, qui facilite vraiment l'accompagnement et la réalisation des activités dans les classes. Voilà. Et ensuite, il y a également un partenariat avec les structures pédagogiques de la circonscription pour des échanges même les inspecteurs qui étaient sur place. On a senti vraiment une très bonne collaboration de DT avec ces inspecteurs. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Safi. Est-ce que d'autres personnes souhaitent ajouter des choses, Lassina, de ton côté, ou même Djeneba et Rachid, sur les apprentissages? Marie, moi, je voulais clarifier un peu au niveau des bonnes pratiques identifiées où Safia tout parlait, veiller à s'assurer que les monitrices aient une formation solide de base. Donc, Safia tout disait qu'ils ont senti que les monitrices du DT sont bien formées. Bon, je me dis que ça ne veut pas dire que leurs monitrices ne sont pas formées, mais ici, il s'agit de la formation sur les nouveaux curricula qui ont été mis en place. Voilà. Donc, nous avons constaté lors de la visite que les monitrices de Kyogo n'avaient pas reçu une formation concernant la mise en œuvre de ces curricula-là. Et ce qui devenait un peu difficile puisque au sein des monitrices du dispensaire trottoir et en collaboration avec la circonscription, une fois que les nouveaux curricula étaient mis à disposition du personnel éducatif,
il y avait une rencontre qui avait été organisée par les inspecteurs afin de mieux expliquer le contenu de ces curricula-là aux monitrices. Bon, pas uniquement les monitrices, même au niveau des enseignants du primaire, afin qu'ils puissent s'approprier et s'il y a des préoccupations, qu'ils puissent les poser afin de les accompagner. Donc, voilà, c'était à ce niveau-là. Merci, Djeneba. Merci, Djeneba, pour cette, on va dire, plus-value de qualité. Je voudrais juste ajouter pour permettre aux gens de bien comprendre, l'école maternelle de Kyogo est une école maternelle dédiée. Dédiée dans le sens où ça a été fondamentalement mis en place pour les enfants des filles mères que nous accueillons, afin d'offrir un cadre d'accueil sain pour les enfants de ces filles-là, parce que pendant longtemps, elles ont évolué dans la rue avec leurs mères. Et donc, pour ne pas rester entre les enfants de ces filles-là, nous avons ouvert cette école-là à la population pour voilà, apporter quelque chose aussi à cette communauté pour que cette école-là soit utile à la communauté qui nous a accueillis. Et du coup, on s'est retrouvé aussi avec des enfants PDI. Donc PDI, c'est des enfants des personnes déplacées internes et des enfants des parents des soldats qui sont tombés au front. Donc, du coup, c'est une école maternelle qui s'est mise en place comme ça. Et donc, pour faciliter cet accompagnement, nous avons recruté des monitrices communautaires. Donc, il y a une formation de base pour permettre en tout cas de répondre aux besoins dont on avait identifié, mais voilà, qui n'avaient pas eu une formation pointue sur le curricula. Et donc, cette visite à DT nous a vraiment permis non seulement de voir que c'est important, et de voir avec quelle organisation ou quelle structure cette formation pourrait se dérouler en faveur de monitrices de Kyogo. Donc, c'était une visite qui nous a ouvert les yeux entre griffes. Merci. On va passer aux questions, aux réflexions, aux amendements, s'il y en a. Est-ce que peut-être vous pouvez d'ores et déjà, au niveau de Kyogo, commencer à nous présenter quelles sont les pistes là, puisque la visite est relativement récente. Quel est aujourd'hui le suivi que vous pouvez faire de tout ça et comment ça peut aussi s'intégrer dans le cadre de votre projet? Oui, je pense que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a des gaps tout de suite qu'on peut rattraper. Et donc, la réflexion est en cours et nous allons très prochainement approcher Roger pour pouvoir voir comment on peut vite passer là-dessus. Former les monitrices sur le curricula avant la rentrée prochaine. Donc, la rentrée, ça va être en octobre. Donc, le mois d'août, au plus tard, au mois de septembre, on devrait pouvoir caler quelque chose pour avancer sur cette formation. Alors, on a trouvé très important d'avoir des aides monitrices qui vont aider voilà, dans les classes où il y a plus d'effectifs. Effectivement, quand on voit la petite section au niveau de Kyogo, l'effectif est important pour une seule monitrice. Donc, une aide monitrice, ça peut être quelque chose de bien. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et nous souhaiterons aussi que ça puisse se mettre en place très rapidement au cours de la rentrée prochaine. Voilà les deux grands points, en tout cas, dans l'immédiat, que nous pensons pouvoir mettre en œuvre. Les autres aspects, je pense qu'on a déjà un draft de cadre de concertation qui va être partagé avec DT. Et ensuite, on verra comment partager avec les collègues de partage au niveau régional et au niveau siège pour consolider et voir éventuellement le plan d'action qui va en sortir et qui va concerner les autres aspects, tels que la mobilisation des ressources, tels que des formations sur l'éducation inclusive, etc., etc. Voilà dans l'immédiat. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que Tobias a réagi dans le chat, mais je pense que tu as déjà les réponses à tes questions, Tobias. Parfaitement, oui, Marie, c'est bon. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Réaction, débat Moi, je dirais que dans... On t'écoute, Safi. Oui, je dirais que dans l'immédiat aussi, comme action déjà
entrepris, nous sommes rentrés en contact avec la circonscription. Les inspecteurs sont venus à la clôture et c'était vraiment une bonne chose. Et c'est par le biais de Geneva qui nous a donné le contact qu'on a pu toucher les inspecteurs sur place. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Vous êtes déjà un peu fatigué, vous voulez qu'on passe à la suite? Oui, Paul? Il y a une autre question. Ah. Bon, vas-y, Geneva, rapidement, et puis après, on laisse la parole à Paul. Et puis, il y a une question qui dit, y a-t-il au niveau du DT aussi des choses qui ont été revues suite à la visite de Kyogo? Oui, effectivement, suite à la visite de Kyogo, nous avons pu constater qu'à Kyogo, il y a un jardin qui les légumes servent pour la cantine scolaire des enfants et en même temps, ça sert comme AGR au sein de la caisse de Kyogo. Par contre, au sein du dispensaire trottoir, nous avons un jardin potager qui est utilisé uniquement pour le repas des enfants. Donc, nous avons discuté avec Kyogo comment ils arrivent à utiliser, comment ils ont pu mettre cela en place et vraiment le DT veut les copier aussi pour en faire des AGR à son niveau. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci, Geneva. Paul, vous souhaitez poser une question? Oui, je voudrais poser une question à la suite de ce qui a été dit par rapport au dispensaire, comment on a appelé ça, le DT là. Toi, dispensaire trottoir. Oui. J'ai entendu que la question de la, comment on appelle, GHM, c'est-à-dire la gestion de l'hygiène menstruelle chez les filles, c'est une préoccupation importante pour nous. D'ailleurs, nous, au Caraïbes et au Bénin, plus particulièrement, ce problème de gestion des menstrues, des femmes. Bon, le système qui est mis en place, je voulais comprendre comment ça prend en compte ce volet-là, parce que j'ai entendu tout à l'heure parler de ça, mais je n'ai pas très bien cerné comment ils prennent les filles dans les écoles par rapport à ça. Donc, voilà un peu ma préoccupation. Merci. Merci, Paul. Geneva ou Rachid, vous voulez compléter rapidement? Ok, je peux? Vas-y. D'accord, je dirais que on est parti d'un constat où les menstrues étaient donc des sources d'absentéisme chez les filles et donc jouaient un peu sur les rendements scolaires. Donc, en collaboration avec Partage, on a eu à former des élèves, des pères éducateurs dans des écoles. Et à travers cette formation, il y a eu aussi un travail de fond qui a été fait. On peut c'est ça. Donc, du coup, à travers ça, donc, on a eu à faire un travail aussi avec l'APE et les bureaux donc, des écoles pour pouvoir aussi travailler sur la pérennisation du projet. Donc, c'est sur ça que nous avons octroyé des kits d'hygiène aux écoles. Et dans ces kits-là, se trouvaient donc des lots et des serviettes hygiéniques qui ont été confiées généralement aux secrétaires de ces écoles. Comme ça, lorsque les règles survenaient subitement à l'école, la jeune fille pouvait sortir, aller directement voir la secrétaire de façon discrète et se rediriger vers les toilettes qui ont été construites avec des loges d'échange. Donc, elle se dirige dans la loge où elle peut vraiment se nettoyer et retourner en classe et discrètement sans être venue connue aux tous. Donc, ici aussi, ça permettait donc d'échapper donc à la stigmatisation dont elle faisait face lorsque ces règles survenaient, puisqu'il y avait ces tâches qui étaient visibles. Et ça les permettait aussi de maintenir les caps et d'être au même niveau sur donc, le suivi et au niveau des cours, voilà, sans que ces notes soient vraiment touchées. Voilà un peu la stratégie qu'on avait mis en place. Merci beaucoup, Denan. Rachid, parce que j'allais passer la parole à Denan, justement. Tu as une question, Denan? Oui, en fait,
C'était par rapport au programme de filles-mères. Au départ, le programme était pour accueillir les filles-mères et qu'après, ils ont développé peu à peu le programme de la petite enfance. Est-ce que ces classes de la petite enfance sont dans les écoles publiques ou bien c'est des écoles à part? Et le programme appliqué, c'est un programme à part ou un programme en rapport avec le curricula national? Et puis, pour finir, par rapport à ça, ma question, est-ce que les classes... Puis, ouais, c'est ça. Donc, deux voilà, questions. c'est ces deux questions-là. OK. Merci. Oui, merci, Danan. Effectivement, c'est privé, mais reconnu par l'État. Donc, il y a eu toutes les démarches administratives officielles pour la création de cette école-là. Et ensuite, cette école est sous la supervision de l'inspection de la zone où elle est implantée. Donc voilà, le programme est basé sur un programme national. Sauf que par rapport aux jouets, nous avons fait une petite originalité, innovation, en contractualisant avec une association reconnue et qui fabrique des jouets locaux pour les maternelles et qui les accompagne après livraison des jeux. Voilà. La deuxième question? La deuxième question, c'était concernant c'était sur les programmes, en fait, si les programmes voilà, étaient... donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions, sauf si Safi veut ajouter quelque chose. Oui, est-ce que les monitrices sont prises en charge par l'État ou bien c'est vous qui les payez? Les monitrices sont prises en charge 100% par Kyogo. Ah, d'accord, par Kyogo. Parce que j'ai posé la question, au départ, Maïcha avait développé un programme pareil dans les écoles d'Unimakele. On avait mis en place les classes maternelles communautaires et que les monitrices ont été prises en charge par la communauté et Maïcha. Mais aujourd'hui, les enseignants, les monitrices communautaires, ils ne sont plus. Ils sont recrutés par l'État et les classes maternelles aujourd'hui fonctionnent par des fonctionnaires de l'État. Ah, ça, c'est très bien. Mais nos classes maternelles sont implantées dans les écoles publiques. Ils ne sont pas en dehors de l'école. Ils sont dans les écoles publiques. Ah, ça, c'est bien. Mais nous, c'est vraiment au sein du village de Kyogo. Mais nous sommes pour parler avec l'inspection pour avoir la prise en charge des monitrices. Ce n'est pas très avancé parce qu'aujourd'hui, la priorité de l'État, ce n'est pas ça, malheureusement. Et donc, les discussions sont pour le moment stagnées. Ça n'avance pas. Je vois. Courage. Merci, Daniel. On viendra prendre de bonnes pratiques chez vous. Merci, sans problème. Je propose de prendre la question ou la remarque de Vital et puis de poursuivre parce que le temps est déjà grignoté. Je vais vous promettre de faire très très vite sur la partie de présentation des outils. L'essentiel étant évidemment que vous puissiez échanger entre vous. Vital, on t'écoute? Oui. Bon, j'avais pratiquement les mêmes préoccupations que Dinan, exactement les mêmes questions. Bon, peut-être que je ne sais pas si vous pensez transférer un jour ces écoles-là à l'État ou vous pensez toujours évoluer dans votre système où vous prenez en charge tout ce qu'il y a au niveau du fonctionnement des écoles. Pour le moment, on va garder. C'est un dispositif très important pour apporter pas seulement l'éveil, mais un accompagnement psychosocial parce que nous avons des enfants dans cette école-là qui sont suffisamment traumatisés par le parcours difficile qu'ils ont vécu avec les parents et qui sont retrouvés à un moment donné sans père parce que tu es au front. Donc, il y a tout un travail psychosocial qui est fait. Et si on le transfère à l'État, ce n'est pas évident que ce volet-là soit pris en charge tout de suite. Donc, il est important pour nous aujourd'hui de garder ce dispositif et de continuer à accompagner ces enfants par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Merci.
Merci beaucoup, Vital, pour ta question. Je vous propose donc de très rapidement, puisque c'est quand même l'enjeu, c'était pas forcément de vous assommer avec des procédures et des outils, etc. Mais je pense que c'était important aussi pour tout un chacun, au-delà de Racine, Maïcha, Keogo et DT, pour vous, tous les autres partenaires du réseau, de comprendre un petit peu comment fonctionne aujourd'hui l'identification, les différentes étapes pour pouvoir réaliser une visite d'échange. De toute façon, le PowerPoint sera partagé. N'ayez pas d'inquiétude si je vais un petit peu vite parce que le temps a filé. En gros, pour résumer, il y a évidemment toutes les étapes avant la réalisation de la visite d'échange, donc l'identification de la thématique et du partenaire qui visite, celui qui accueille. On a déjà eu l'illustration de comment ça s'était présenté pour Racine chez Maïcha et pour Keogo chez le DT. Souvent, c'est aussi en lien, évidemment, avec le travail d'identification lors des visites de l'émission réalisées par partage sur des discussions thématiques où on identifie peut-être justement soit une faiblesse, soit un élément qui peut être partagé à d'autres partenaires. Ensuite, il y a tout le travail de programmation, de préparation avec la validation des termes de référence, du budget de la visite. Et puis après, il y a aussi un travail de prise en main de la fiche de capitalisation qui est demandée à chacune des délégations, aussi bien à celle qui part qu'à celle qui reçoit, pour avoir un petit peu après un suivi et des traces de ce qui s'est passé. C'est des éléments en fait qui ont aujourd'hui permis de réaliser cette présentation, qui sont un petit peu plus fouillés et chaque partenaire la complète. Et puis moi, à mon niveau, je suis chargée de faire la consolidation. Donc la consolidation de ces deux fiches existe déjà. Si vous y êtes intéressé, elle peut tout à fait vous être transmise. Ensuite, pendant la visite, c'est de donner quelques petites nouvelles, de ne pas oublier évidemment de prendre le plus de notes possible, de prendre quelques photos pour aussi alimenter les restitutions aux autres, parce que les photos parlent beaucoup. Et puis, au retour, il y a un système de suivi qui est en train de se mettre en place, notamment par la réalisation d'un débrief à chaud assez rapidement au retour. On essaye, là je pense qu'on les a fait dans le mois qui suit. Alors on n'a pas vraiment encore calé des dates très précisément, ça dépend aussi beaucoup de la disponibilité de chacun. Et puis après, justement, ce travail autour des fiches. Et puis l'ultime, j'ose pas dire l'ultime, en tout cas la dernière étape de ce processus qui est de restituer les apprentissages. Et puis après, de travailler sur une fiche de capitalisation qui pourra être diffusée à la fois par mail, mais aussi publiée sur le site de Partage Rise, que tout le monde connaît parfaitement, j'en suis certaine. Je vois Nawel qui sourit, j'aime. Je comprends ton sourire. Et puis, parmi les outils qui existent, on a parlé des termes de référence, d'un budget prévisionnel qui est envoyé aux partenaires pour définir un petit peu la prise en charge par partage, des fiches de suivi, le PowerPoint de restitution et une fiche de capitalisation finale. Voilà, je fais très très vite parce que je sais que... Merci Nawel de ta contribution. N'hésitez pas à aller visiter le site de Partage Rise. Vous trouverez plein d'éléments super intéressants. Marie, oui, Denal. Je pense qu'il y a un outil qui est capital et important qu'on devrait aussi le citer. Okay. C'est le guide de pratique et conseil de sécurité. Parce que tout à l'heure, on a parlé de Burkina qu'aujourd'hui, il vit dans des conditions de sécurité humanitaire importantes. Donc, c'est important aussi que la personne qui va dans les zones sache les conditions de sécurité. Et voilà. Oui, tu as raison, Denan, et je reviens là-dessus parce qu'effectivement, dans toutes les étapes avant la réalisation de la visite, c'est quand même un petit peu... Il y a beaucoup d'échanges, d'allers-retours entre les partenaires pour justement identifier, se mettre d'accord sur le planning, se mettre d'accord sur les dates, se mettre d'accord sur les conditions d'accueil, parce que ce n'est pas forcément des contextes qui sont connus de part et d'autre. Et c'est un élément, tu as raison de le souligner, qui est assez important, de bien prendre ça en considération. C'est vrai que dans votre cas, tu as fait un petit document, tu as bien raison de le souligner, pour expliquer un petit peu les conditions d'accueil à vos hôtes
à la délégation de Racine. Après, c'est vrai qu'au niveau du Burkina, c'était un petit peu moins, c'était un peu plus simple dans le sens où c'est un contexte que chacun partage. Mais c'est un élément qui est important, notamment dans le cadre d'une visite en dehors des contextes quotidiens. Tu as raison. Je vous demande encore 5 minutes si vous en êtes d'accord. Merci de votre patience. Vous présentez très rapidement, du coup c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Les perspectives pour le réseau qui s'articulent autour de 3 points. Mais la première, c'est de poursuivre l'animation du réseau en favorisant l'interconnaissance, ce que nous sommes en train de faire. On a, avec grand plaisir, entendu l'intervention de Paul Locaux du CAEB, qui aujourd'hui est un nouveau partenaire de partage. Donc merci beaucoup de toutes ces interventions. L'idée, c'est effectivement, comme je vous présentais le réseau au départ, d'alimenter, de réfléchir et de travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut se connaître. C'est une bonne pratique identifiée dans tous les réseaux apprenants, également au sein des sociétés civiles françaises, pour faire partie des échanges sur les questions de diffusion de réseaux apprenants. C'est un des éléments majeurs qui est identifié. Du coup, d'alimenter et de mettre à jour le site internet. Encore merci Nawel d'avoir remis le lien dans le chat. N'hésitez surtout pas à vous y rendre. La diffusion d'une newsletter qui permet aussi justement de savoir un petit peu ce qui se passe chez les uns et les autres. Vous êtes tous au four et au moulin. Vous avez tous d'abord comme priorité, et c'est bien normal, de gérer et de mettre en œuvre les projets dont vous êtes les acteurs. C'est aussi intéressant d'avoir un peu sur un plateau les éléments pour comprendre rapidement ce qui se passe ailleurs, parce qu'on a bien vu, là, dans le cadre de cette restitution, qu'on apprend beaucoup des échanges avec ses pairs. L'enjeu aussi, c'est peut-être d'arriver à diffuser des supports qui sont produits en dehors du réseau Partage Rise, mais qui peuvent contribuer aussi à l'expertise de vos actions. Je pense notamment à un exemple assez précis. Partage est membre de la Coalition Éducation, qui est un réseau de partenaires, d'organisations de la société civile française qui œuvrent en éducation. Et il y a des supports qui sont produits, qui sont créés et qui méritent justement d'être diffusés. Je sais que certains d'entre vous ont déjà participé aux travaux sur les champions de l'éducation. Je pense qu'il y en a à qui ça parle. Qui ont assisté aux visios et qui apprennent aussi des choses de ce qui peut se passer dans les différents contextes et chez les autres structures d'intervention sur le terrain. Donc, c'est toujours un élément assez important pour élargir encore les apprentissages. Comme autre perspective pour le réseau, c'est évidemment de développer les actions communes. Très concrètement, vous avez vu passer ces derniers jours un mail vous proposant de contribuer à la réflexion sur l'organisation d'un événement autour du 20 novembre, sur la célébration des droits de l'enfant. Ça fait déjà quelques années maintenant que cette bonne habitude est prise, qu'on tend évidemment à la poursuivre. Et puis, j'en profite pour vous informer qu'au moment alors, le timing n'est pas encore extrêmement précis, mais qu'au second semestre, peut-être premier semestre 2025, on entendait réaliser peut-être une petite enquête pour affiner un petit peu vos besoins sur l'animation du réseau, sur les orientations à donner, sur les enjeux que ça représente pour vous, et puis avec un principe de réalité, de bien prendre aussi en considération le fait que les apprentissages sont majeurs et importants, mais que vous êtes aussi tous très pris en termes de charge de travail et de charge mentale également par vos projets. Donc, il faut trouver l'équilibre et justement pas être non plus à notre niveau trop exigeant et savoir s'adapter à vos besoins et à tous ces enjeux. Et puis, le dernier point, c'est évidemment de renforcer les apprentissages par les pairs, qui, je vous le rappelle, petite explication de texte et citation, un des axes de la stratégie partenariale renouvelée en 2021 de partage. Je cite, « Agir et apprendre ensemble pour construire un avenir meilleur avec la jeunesse ». Voilà, donc ça fait vraiment partie de l'ADN de la stratégie partenariale et on va tout faire pour s'y employer. Comment? En travaillant ensemble sur la diffusion des savoirs, des expertises par la multiplication des visites d'échange,
des ateliers peut-être régionaux, enfin voilà, en fonction des sujets qui sont pertinents, qui remontent, mais qui remontent de votre part. N'hésitez surtout pas à faire remonter à travers le suivi, les responsables de programme ou même en direct auprès de toute la team de partage, des éléments qui vous semblent, voilà, qui jaillissent et qui nous permettent à nous aussi après de construire des outils et de les diffuser pour que chacun puisse apprendre des éléments techniques. Là, on a parlé de la lecture, on a parlé du préscolaire. On sait déjà qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui vous touchent tous, sur lesquels vous pourriez vous apporter les uns les autres. Je pense à la mobilisation communautaire, à la gouvernance des écoles, à la question, on a parlé très rapidement tout à l'heure de l'inclusion. Voilà, toutes ces thématiques auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Évidemment, la thématique de la protection, mais ça, je laisserai peut-être Cécile en dire 2 mots si elle a le temps ou pas. Voilà, tous ces éléments-là qui sont fondamentaux, à la fois pour vous, mais aussi pour partage, pour structurer et pour avoir une colonne vertébrale et renforcer notre ADN d'intervention. Voilà, je vais parler des capitalisations, des visites d'échange. Peut-être aussi une réflexion qui est la nôtre en ce moment, c'est de construire, de mettre en place des communautés de pratique sur des thématiques, et encore une fois, qui seront aussi liées aux besoins identifiés de votre part, puisque c'est une des thématiques majeures dans le cadre de notre plan d'orientation stratégique jusqu'à 2023, avec notamment peut-être 2 sujets qui sont majeurs, celle de la protection de l'enfance. Et vous avez déjà été sensibilisé par Rose, qui vous a fait parvenir un questionnaire pour comprendre un petit peu vos pratiques. L'idée, c'est je laisserai peut-être Cécile, si elle le souhaite, en dire un peu plus. L'idée, c'est de poursuivre ce travail, de l'approfondir. Et puis, une autre thématique qui est émergente avec force dans notre plan d'orientation stratégique, c'est la question de la participation de l'enfant dans les projets. Donc, c'est des éléments sur lesquels on va réfléchir, peut-être pas tout de suite, immédiatement, mais en tout cas, à partir de 2025, de mettre en place des communautés de pratique. Voilà, j'ai fait le plus vite possible. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Alors, par rapport à la suite, on va prendre en note toutes les différentes questions qui ont été posées dans le chat. On sait à quel point c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir aller plus loin voilà, pour creuser les sujets, quel que soit le sujet. Donc, on verra, je vais réfléchir comment organiser les choses pour que vous ne restiez pas frustrés indéfiniment et trouver une solution. Encore un immense merci aux 4 partenaires qui ont joué le jeu du timing qui était serré et le jeu du sérieux de la présentation, de cette bonne ambiance aussi de discussion. Voilà, merci à tous. Alors, merci Onitié, Barkawa, Sogo. Enfin, bref, je vais m'arrêter là, le massacre. Marhaba, marhaba. Marhaba, ça va. Je vais laisser Tobias dire en fond, je ne maîtrise pas du tout. C'est Enachenoui. Merci Tobias. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. On est encore là 5 minutes, 4 minutes. Du coup, Marie, peut-être comme tu m'avais tendu une petite perche que je me permets d'attraper au vol sur les questions de protection de l'enfance. Donc oui, comme vous le savez, on a fait une étude auprès de chacun d'entre vous sur vos outils, vos pratiques en termes de sauvegarde et Rose, qui a été en stage avec nous pendant quelques mois, est en train de réaliser un magnifique rapport. On vous fera un retour. Rose est en train de vous préparer un petit retour par mail sur les principales conclusions de cette étude. Et puis vous dire, je profite pour vous dire que nous allons nous-mêmes à Partage lancer un appel d'offres pour rechercher une consultance pour nous accompagner à la réalisation de notre propre politique de sauvegarde de l'enfance
Et bien entendu, dans ce cadre, on se permettra certainement de vous contacter, en tout cas de contacter peut-être pas tout le monde, mais certains d'entre vous, pour pouvoir réfléchir conjointement à ce que comment on va travailler sur cette politique, quelles vont être les pratiques, nous enrichir aussi de tout ce que vous faites, parce que c'est très, très riche et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Marie réfléchit activement aussi à créer, former une communauté de pratiques pour qu'on puisse travailler sur ce sujet, échanger sur ce sujet. Donc, ça va être riche, ça va être un temps fort pour partage. Et encore, merci, merci, merci pour toutes vos contributions qui ont été hyper importantes et hyper riches. Vous dire aussi qu'on organisera bientôt, mais quand, je ne sais pas, et là, je me tourne aussi vers Nawel qui est là, que je vois en plein écran, on organisera avec vous un point comme on essaie de faire chaque année sur le suivi de la stratégie partenariale et voilà, et de voir un peu où on en est sur tous nos chantiers et puis les priorités à venir et notamment ça nous permettra de refaire un point sur cette question de politique de sauvegarde et de protection de l'enfance. Voilà, merci beaucoup et excuse-moi Marie pour le temps. Ah non, au contraire, c'était une magnifique conclusion. Je crois que mon voisin a des choses à dire, je lui laisse la parole. Non, j'ai juste saisi l'opportunité pour vraiment remercier Partage pour cet accompagnement. Je pense que mes collègues de tous les pays sont d'accord avec moi que c'est une pratique qui permet vraiment d'apprendre, de se renforcer, de s'enrichir. Je ne dirais pas qu'elle est meilleure qu'un atelier, mais elle a un impact direct, visible et concret. Je profite de dire grand merci à tout ce qui a été partagé, mais un grand merci à DT pour l'accueil et c'est un accueil de qualité et très convivial. Merci beaucoup. Oh, regarde, tu as le droit à un cœur de Rachid, c'est formidable. Merci à tous. Je pense qu'on a malheureusement un petit peu débordé. C'était relativement prévisible avec 2 présentations et 4 partenaires. Si vous souhaitez nous quitter, on vous laisse le faire. Si vous souhaitez continuer à échanger, vous pouvez. Nous, on va aller manger. Au revoir à à très tous. bientôt. Un grand merci à tous. Merci, très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci à tous et bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Salut Rula. Bye. Salut Bakoul. Merci, au revoir. Salut.